Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je remercie en même temps professeur Mélodie Alaïbi de m'avoir invité à participer à ce jury de thèse. Et je tiens tout d'abord aussi à féliciter M. Essam Bechtou pour cette très bonne présentation, claire et très approfondie, très riche en résultats. J'ai pu parcourir, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, ça va? Oui. Votre thèse, M. Bechtou, est riche en résultats. J'ai noté 107 figures, 37 tableaux et donc plus que 264 pages. Donc c'est une thèse bien garnie, comme on dit, qui soulève donc des problématiques liées aux déchets issus dans le domaine de l'oliviculture. Donc ces déchets, on les utilise notamment dans le domaine de l'agriculture, la fertilisation, mais vous avez, à travers cette thèse, trouvé d'autres domaines d'application, notamment la dépollution des eaux, et aussi l'énergétique. Mais votre thèse a été notamment, a abordé notamment d'une manière approfondie le domaine de la dépollution des eaux et l'élimination des contaminants et des polluants. J'aurais bien aimé également qu'on vous développe un peu plus le domaine énergétique qui est aussi important avec les graignons, donc l'usage des déchets issus des graignons. Voilà, alors je ne vais pas vous poser trop de questions, je vais être bref. Je trouve qu'il y a pas mal de méthodes. La BET seule ne peut pas résoudre tous les problèmes et c'est une technique notamment utilisée pour déterminer la géométrie des pores, la taille des pores, la distribution des pores et également la surface spécifique. Mais vos problèmes que vous avez abordés, c'est des problèmes qui se passent en milieu aqueux et par conséquent, une technique qui est simple à utiliser, c'est la zétamétrie. La zétamétrie mettra en évidence beaucoup de choses. Étant moi-même quelqu'un qui a utilisé cette technique il y a longtemps, mettre en évidence la fonctionnalisation de surface, mettre en évidence le type d'interaction entre substrat et absorbant, donc la zétamétrie est une technique utile et comme la dépollution, donc c'est quelque chose qui se passe en milieu aqueux, donc elle est vraiment appropriée pour ce genre de problème. Puis il y a une autre technique que j'aurais bien aimé que vous utilisiez, c'est l'XPS, qui permet de déterminer les énergies des liaisons, puisque vous avez fonctionnalisé des surfaces, et par conséquent, il fallait mettre en évidence des liaisons type CN, etc., CN, CO, etc. L'infrarouge est une technique, une première approche, mais n'est pas suffisante. L'XPS, donc X-ray photoelectron scattering, spectroscopie, est une technique appropriée pour avoir un peu plus d'analyse approfondie et remonter à la structure. Il y a aussi la spectroscopie Raman qui sera utile, mais je sais qu'au Maroc, vous travaillez avec ce qu'il y a et ça serait bien de s'élargir un peu, de s'ouvrir vers d'autres labos, notamment à l'étranger, pour faire d'autres analyses. La spectroscopie Raman, puisque vous avez des matériaux carbonés, donc ça permet de voir aussi si vous avez des structures en feuillet, des ordres en feuillet, etc. Donc voilà, des techniques complémentaires à ce beau travail que vous avez effectué et qui peuvent être bénéfiques. Et puis j'ai une question qui rentre dans le domaine des perspectives. Vous avez abordé le scaling, mais vous l'avez abordé à la fin. Et le scaling, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup abordé au Maroc et c'est vraiment le plus important. J'aimerais juste que vous me dites est-ce qu'il y a des possibilités de le faire, de travailler avec des quantités plus importantes des déchets et où en sont les choses actuellement? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Oui, ma question concerne la dernière partie qui concerne les perspectives. Oui. Vous avez dit que vous envisagez d'utiliser un système semi-pilote, concrètement, comment voyez-vous les choses? Quelle quantité peut-on traiter, de déchets issus de l'agriculture peut-on utiliser, combien de kilos,
combien de litres d'eau polluée peut-on traiter, etc. Merci beaucoup, Monsieur Garel, pour votre question tout d'abord. Mais nous avons vraiment essayé de simuler la valorisation des margines à l'état réel et nous avons même essayé de tracer un schéma qui peut simuler la situation en réalité. Pour moi, nous avons essayé de dessiner même le four qu'on doit utiliser pour carboniser les margines. Vu la contrainte qu'on a, nous avons dit que pour les margines, on ne doit pas dépasser 30% du temps de remplissage. Nous estimons qu'on peut utiliser des cellules qui peuvent rentrer au four et passer à la température désirée. Dans ces cellules, on doit respecter presque 30%, la norme qu'on a trouvée sur notre thèse. Et pareil pour les grillons d'olive, nous supposons qu'on peut les carboniser par des lits sur lesquels on doit respecter la masse surfacique optimale trouvée par nos résultats. Et vous espérez obtenir quelle quantité? Est-ce que vous avez une idée, comme ça, par vos prévisions, quelle quantité d'absorbant peut-on obtenir avec ce système, ce pilote au pilote? Pour la quantité, on doit obtenir 18% pour les margines et 56% pour 18% pour les margines et 56% pour les grillons d'olive. Mais ça sera un enchaînement, c'est-à-dire un lit ou bien un four qui doit travailler en continu au fur et à mesure avec la quantité des sous-produits dans telle unité d'extraction. Ok, alors je vais aborder maintenant autre chose qui concerne l'élimination des polluants. Vous avez utilisé des modèles, c'est une très bonne chose, mais il y a, puisqu'on cherche toujours les conditions optimales, il y a une méthode qui est largement utilisée au Maroc, c'est la RSM, réponse surface méthodologie. Est-ce que vous pouvez l'utiliser prochainement dans le cadre de prévoir, par exemple, les conditions optimales pour éliminer les polluants que vous avez utilisés? Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent varier, vous savez, lorsqu'on fait l'élimination d'un polluant, le pH, la concentration de l'adsorbant, la concentration de l'adsorbant, etc. La température, donc multi-paramètres. Vous pouvez sélectionner quelques paramètres et appliquer le RSM, plutôt la RSM pour prévoir les conditions optimales d'élimination. Merci beaucoup pour la méthode parce que je ne la connaissais pas. Et à partir de maintenant, nous souhaitons qu'en perspective, ajouter cette méthode à nos résultats pour obtenir plus de résultats perçus. Oui, et notamment dans le domaine, donc, comme je l'ai dit, de l'élimination des colorants. Hein, c'est une méthode très utilisée, ça permet de savoir, donc de remonter aux conditions optimales, quelle concentration de l'absorbant. C'est ça? Oui. Oui. Comme plan expérience, c'est ça. Nous avons ça. Okay. Mais alors, nous avons ciblé, excusez-moi, nous avons ciblé au début la publication dans des journaux de certains niveaux. Et d'après mes constatations, je trouve que la plupart des journaux ayant un facteur impact élevé n'acceptent pas la méthode de plan d'expérience comme publication de différentes études. Pas du tout. Moi, je suis reviveur dans beaucoup de journaux. La méthode est largement utilisée. Peut-être que je ne suis pas tombé sur un article qui décrit je la trouve sur des facteurs au contraire, ça permet de réduire le nombre d'expériences. Hein, c'est l'objectif. Au lieu de faire une centaine d'expériences, vous faites une vingtaine, par exemple, ou une trentaine. Vous voyez? Et ça vous permet d'optimiser les choses, de concrétiser vos résultats. Oui, alors j'ai juste une dernière remarque sur votre présentation. Quelques remarques, c'est sur quand on fait les outils d'absorption, quand vous avez des matériaux, différents matériaux, ma préférence à moi, je préfère utiliser des unités
des quantités absorbées exprimées en milligrammes par mètre carré, par exemple, au lieu d'utiliser des milligrammes par gramme, pour comparer entre, parce que vous avez différents substrats, différents adsorbants, et ces adsorbants diffèrent parfois juste par la fonctionnalisation. Hein, vous passez d'un adsorbant non fonctionnalisé et vous le fonctionnalisez d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui change, bon, il y a la surface spécifique qui change, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de ramener les résultats, les exprimer en quantité milligrammes par mètre carré au lieu de milligrammes par gramme. Donc ça vous permet de faire des comparaisons et de remonter aux efficacités d'absorption. Ça d'une part. Autre chose, j'ai vu dans vos étapes d'absorption parfois des variations continues sans que ça sature à forte concentration. Est-ce que ça c'est pas un problème de stoichiométrie, ou est-ce que pourquoi c'est linéaire et pourquoi ça c'est pas de type L, ça atteint, dans certains cas, dans d'autres cas vous avez bien atteint des plateaux, comme vous l'avez dit, donc avec bien modélisé par des modèles de Langmuir, ok, mais dans d'autres c'était vraiment linéaire, continu. Pourquoi cette linéarité et pourquoi ça ne sature pas? Probablement qu'à cette concentration, les matériaux, si on peut ajouter par exemple plus de concentration, peut-être que les matériaux carbone développés peuvent absorber beaucoup mieux que la concentration qu'on a choisie au début. Mais la quantité de l'absorbant est fixe. Nous avons, à partir des modèles utilisés, nous avons pu déterminer la quantité absorbée maximale, c'est-à-dire que c'était une quantité théorique qui peut donner une idée générale sur la capacité d'absorption du matériau développé. Oui, mais je complète ma question. La quantité vous avez fait varier la quantité de l'absorbant. La quantité de l'absorbant, elle, est restée constante. On est d'accord? Non, j'ai varié la quantité de l'absorbant, pas de l'absorbant. La quantité de l'absorbant? Oui, j'ai varié parce que il y a le modèle de Langmuir. À partir du modèle de Langmuir, on peut déterminer le coefficient de séparation RL qui est égal à 1 sur 1 plus KL fois C0, et on doit garder presque la même C0 pour éviter l'erreur de ne pas obtenir plusieurs coefficients de séparation RL. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, je veux dire, si vous avez, c'est comme un tapis que vous voulez couvrir, à un moment donné, vous devez saturer. C'est ça que je n'ai pas compris. Pourquoi vous ne saturez pas? Est-ce qu'il y a un changement dans la structure de la couche absorbée? Est-ce que vous avez des multicouches? Vous voyez, c'est un peu étonnant. Hein? Donc c'est un point, à mon avis, à regarder de près. Pourquoi cette linéarité? Est-ce que il y a des choses qui se passent dans le réacteur et qu'il y a comme j'ai dit, des changements de la couche absorbée, des changements dans la structure de la couche absorbée. Donc ça c'est à revoir. Et je reviens sur un dernier point qui concerne la porosité. Ça a été abordé par les rapporteurs. Et il est clair que quand on s'intéresse à la porosité, on regarde les micropores, mésopores et macropores. Et donc, vous ne parlez pas beaucoup des micropores, c'est vrai, vous parlez beaucoup plus de mésopores. Est-ce que c'est quelque chose comment dirais-je, qui était prévisible, vous avez sous-estimé les micropores? Ça serait bien si vous pouvez montrer les termes d'absorption obtenus par BET par exemple. Comme ça permet au lecteur de voir, au moins de voir s'il y a présence, s'il peut y avoir présence ou non de ces micropores. Pourquoi ces micropores? Parce que vous avez surtout des molécules, des petites molécules, les adsorbats, qui peuvent, donc des glucométhylènes ou autres, qui peuvent pénétrer éventuellement dans ces micropores qui peuvent avoir une taille de l'ordre de, combien, on va dire, quelques angstroms, 2 angstroms, 2 nanomètres. Inférieur à 2 nanomètres. Inférieur de nanomètre et inférieur de nanomètre. C'est quand même, bon,
ça reste des porcs pour piéger des petites molécules. Donc voilà, bon, je pense que ça a été abordé par les deux précédentes rapporteuses. Voilà donc ce que je voulais vous dire et bon, je réitère mes félicitations pour cette bonne présentation et je vous prie de m'excuser, je ne vais pas rester jusqu'au bout parce que je suis pris par un empêchement familial, je dois partir. Et donc merci à tous les membres du jury et surtout à M. Milodi Alaïbi de m'avoir invité. Et au plaisir de vous revoir à l'occasion d'une autre soutenance. Merci beaucoup, professeur. Merci.